Bonjour et bienvenue sur Floraison. Le podcast que vous allez écouter est consacré au livre d'Aurélien Berland, Terre et Liberté, publié aux éditions La Lenteur. Ce podcast se compose de 4 épisodes, dont voici le premier. Bonne écoute. Floraison est un podcast et un blog qui a pour objectif de promouvoir une culture de résistance écologique, féministe et libertaire. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'être accueillis par Aurélien Berland et sa famille dans le Tarn. Il est l'une des plumes du groupe Marcuse, s'implique dans le collectif Écran Total. Avec lui, nous allons parler de la liberté dans sa définition moderne, d'utopie déchue et d'autonomie populaire. Alors qu'il fait son apparition sur les affiches de campagne de Marine Le Pen, qu'il est scandé plusieurs fois en manif à l'occasion de l'opposition contre le pass sanitaire, mais qu'on le retrouve aussi dans la bouche des milliardaires de la Silicon Valley, n'ayant l'espace comme seul horizon, il s'agira avec cet entretien de disséquer et de se réapproprier le terme de liberté. Déjà présent dans les analyses du groupe Marcuse en 2013, il prend une autre forme au lendemain des révélations d'Edward Snowden. Dès lors, il semble que le discours libéral autour de la liberté privée de l'individu s'effondre. Pourtant, les soulèvements ne voient pas le jour. Vient alors la nécessité de comprendre les soubassements de ce terme pour mieux distinguer un horizon politique. Du coup, la première question à te poser, Aurélien, c'est est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire ce qui t'a poussé à sortir ce livre Terre et Liberté? Alors, en quelques mots de se présenter, c'est jamais facile, mais disons que par rapport aux auditeurs et auditrices potentielles de cette émission, moi j'ai fait des études de philosophie assez poussées, puisque j'ai passé mon doctorat et j'ai même fait une habilitation à diriger les recherches, alors que je n'ai pas cherché à avoir de poste à la fac pour l'instant, puisqu'après ma thèse, j'ai décidé de m'installer à la campagne et de vivre plus en accord avec ce que ma thèse et puis toutes les réflexions, toutes les discussions que j'ai pu avoir depuis mon engagement, on va dire, dans le mouvement altermondialiste au début des années 2000, ce que tout ça m'avait fait comprendre sur le monde dans lequel on vit, pourquoi on le bousille, pourquoi nous faisons collectivement, quand on vit dans les pays riches d'Occident, autant de mal au reste du monde, humains et non humains. Et voilà, donc je me suis installé à la campagne parce que j'avais envie de développer des formes de vie plus autonomes, plus en accord avec ce que j'avais compris de la situation dans laquelle nous sommes. Et donc je suis devenu en quelque sorte une sorte de philosophe jardinier, j'aime bien dire ça. Paysan, je ne le suis pas, même si j'ai beaucoup de passion, ma compagne l'est, et j'ai beaucoup d'intérêt pour la condition paysanne et le travail paysan agricole. Moi, je m'occupe plutôt d'activités de subsistance, des activités vivrières non marchandes, collectives ou domestiques, avec celles et ceux avec qui je partage le même toit. Je vis dans une propriété collective et donc on a pas mal d'activités communes, que ce soit de retaper et d'entretenir notre habitat ou de produire toute une série de choses utiles à la vie, que ce soit en termes de nourriture ou de médicaments, de choses diverses et variées, pour dépendre moins du système marchand. Et depuis cette époque, je vis aussi, je donne des vacations, je fais des traductions pour gagner quand même le minimum d'argent qu'il faut malgré tout dans cette société marchande pour vivre.
Et voilà, des cours surtout à Toulouse, à l'université de Toulouse, mais pas que. Et par rapport au livre Terre et Liberté, qu'est-ce qui t'a poussé à l'écrire? Est-ce que au moment de sa sortie, il y a une actualisation à en faire? Alors c'est un livre que je médite depuis des années, sachant que quand on fait le choix de vie que j'ai fait, on a peu de temps pour lire et écrire, enfin on en a surtout l'hiver, et moi j'essaye d'en prendre, mais je suis pas intellectuel à plein temps, je fais bien d'autres choses, et donc j'ai mis des années pour l'écrire aussi, parce que j'avais besoin de creuser, d'affiner ce thème qui est très complexe, donc ça m'a pris pas mal de temps. La motivation première, on va dire, c'est... Je remarquais que je voulais développer des formes de vie autonomes. C'était un mot, l'autonomie, qui circulait beaucoup dans les milieux où j'étais. C'était pas facile de définir ce qu'on voulait derrière. Souvent en termes d'autonomie matérielle, ça ne correspondait pas à la définition usuelle de l'autonomie telle qu'elle est donnée par les philosophes, telle qu'on la voit partout, notamment dérivée de l'étymologie, autonomia, auto soi-même, nomos la loi, donc se donner ses propres lois, se régir par ses propres lois. Parce que quand on cherche à développer son autonomie matérielle, c'est-à-dire énergétique, alimentaire, ou en termes d'habitat, d'autoconstruction, etc., c'est pas se donner ses propres lois, il n'y a pas le modèle de la loi qui est central, c'est plutôt subvenir à ses propres besoins dont il est question. Et donc je voulais tirer un petit peu toutes les implications politiques de ça. Je voyais qu'il y avait une aspiration à l'autonomie en ce sens-là qui était très forte. Je voyais qu'il y avait bien un lien entre autonomie matérielle et autonomie politique, parce qu'il est impossible de se donner ses propres lois quand on dépend matériellement d'une autre instance qui nous domine, du coup. Donc quand on n'est pas capable de subvenir à ses propres besoins. Je crois que c'est ça l'idée centrale qu'il y a derrière la recherche d'autonomie matérielle aujourd'hui. La volonté d'être libre au sens se donner ses propres lois, mais ça suppose un étage en dessous, un étage des conditions matérielles qui sont l'autonomie matérielle, le fait de ne pas être excessivement dépendant, ou plutôt de ne pas rentrer dans des formes de dépendance asymétriques, parce que des dépendances, on en a toujours. Donc voilà, moi je voulais clarifier ça, et donc je me suis lancé dans une réflexion sur la liberté, l'autonomie, pour essayer de comprendre, de dégager les tenants et aboutissants politiques et philosophiques de cette aspiration à l'autonomie qui nous traverse, surtout quand on est dans les milieux écologistes, radicaux, proches du mouvement des ZAD, mais pas que en fait, puisque c'est une autonomie, c'est une aspiration qu'on voit de manière beaucoup plus large, bien au-delà du milieu autonome ou du milieu radical. La nécessité de ce livre m'est apparue encore plus clairement après l'affaire Snowden, puisque quand on pense à la liberté aujourd'hui, on pense tout de suite à la liberté libérale. La liberté libérale, c'est-à-dire une conception purement individuelle de la liberté, qu'on pourrait résumer par « je fais ce que je veux ». Et que les libéraux, quand ils ont développé cette idée de liberté à l'époque moderne, très vite, ils se sont rendus compte qu'une des conditions sine qua non de cette liberté-là individuelle, c'était de ne pas être entravé dans ce que l'on veut faire. Je fais ce que je veux, c'est-à-dire je ne suis pas entravé par des règles, par des pouvoirs extérieurs, notamment l'État, qui m'empêchent de faire ce que je veux. Et que tout ça, ça présuppose la définition d'un espace de vie privé, la sphère privée, dans laquelle l'État n'a pas le droit d'intervenir, n'a pas le droit d'émettre des règles, n'a pas le droit de nous contraindre, de nous entraver ou de nous pousser à faire certaines choses. Et donc les libéraux se sont mis à identifier la liberté avec l'inviolabilité de la vie privée, à l'époque de la montée en puissance des États modernes, donc des États absolutistes au XVIIIe siècle, les grands souverains absolus. Et c'est cette idée-là qui s'est mise à dominer la modernité occidentale en matière de liberté. Or, ce que démontre Snowden, enfin ce dont Snowden plutôt a apporté les preuves irréfutables, parce que
bien d'autres analystes avaient montré la même chose que lui, mais n'en avaient pas les preuves, les documents à l'appui, on va dire. Ils avaient juste compris qu'il y avait un côté totalitaire dans le développement des outils numériques. Ce que montre Snowden, c'est qu'on est tous fichés, surveillés, tracés, analysés en permanence par les agences de renseignement aidées par les grandes boîtes capitalistes. Et donc cette inviolabilité de la vie privée a littéralement été dissoute dans les réseaux de fibre optique et les faisceaux d'ondes électromagnétiques qui nous entourent et qui nous tracent en permanence. Donc on est dans une situation paradoxale où la conception, disons après 89, après la chute du mur, la conception de la liberté qui semblait devenue hégémonique à l'échelle du monde, c'était la conception libérale, basée sur l'inviolabilité de la vie privée. Et une vingtaine d'années, même pas après la chute du mur et ce triomphe apparent du libéralisme, eh ben, les principes fondamentaux du libéralisme sont piétinés au cœur même du monde libéral, aux États-Unis, en France et dans tous les pays occidentaux. Donc, ça montre une immense confusion sur la notion de liberté et même dans son sens purement libéral, qui n'est pas celui que je défends uniquement. Moi, ça me semble, à partir du moment où il y a un État, ça me semble indispensable qu'il y ait des droits qui fixent des limites aux interventions de l'État, sinon c'est le totalitarisme et personne ne le souhaite, en tous les cas pas moi. Donc il y a bien des éléments dans la situation actuelle face aux États à conserver du libéralisme, mais ce sont justement ces éléments-là qui sont piétinés dans l'indifférence générale, ou presque, puisqu'il y a eu très peu de réactions vives, populaires, même au cœur des États libéraux, suite aux révélations de Snowden. Donc on est dans une situation assez inédite où le libéralisme semble avoir triomphé et en même temps il s'est totalement effondré dans ses principes mêmes. Donc ça m'a donné l'idée, oui, il faut vraiment que je creuse cette histoire de liberté. Pour des gens, c'est peut-être pas très clair la différence entre libéralisme et capitalisme. Et du coup, ils vont dire, mais non, mais le capitalisme n'a jamais été autant présent. Parce que là, tu as parlé de la définition de la liberté, mais il y a une forme d'hypocrisie, puisque ça nécessite derrière tout un État pour sécuriser l'échange des marchandises, le travail, l'exploitation. Et donc, peut-être, est-ce que tu peux définir c'est quoi la différence entre libéralisme et capitalisme ? Alors, voilà, le capitalisme, il y a un lien intrinsèque avec, on va dire, on distingue souvent le libéralisme économique et le libéralisme politique. C'est plus complexe parce que les deux ont toujours été entremêlés. Dès John Locke, qui est un des grands philosophes, un héros du libéralisme politique, il y a la défense de la liberté d'entreprendre, du développement économique privé, etc. Dans un cadre qui n'était pas encore industriel du tout, mais il y a ce lien-là. Néanmoins, on peut quand même distinguer deux versants du libéralisme, le versant proprement politique, le versant proprement économique. Le versant proprement économique, bon, tout le monde le sait, c'est le laisser faire, laisser passer, donc la liberté d'entreprendre et liberté d'échanger, contre les droits de douane, les taxes étatiques, etc., etc. Et à côté de ça, il y a le libéralisme plus politique, donc qui est basé sur l'idée que l'individu a des droits naturels inaliénables, les droits de l'homme, et que l'État est censé garantir ou respecter ces droits individuels et subjectifs qui forment autant de barrières ou de garde-fous contre les empiètements illégitimes de l'État et les tendances totalitaires et autoritaires des États absolutistes. Donc il y a ces deux versants dans le libéralisme, et là je parlais plutôt des principes du libéralisme politique, donc cette idée qu'il y a une constitution qui est basée sur le respect d'un certain nombre de droits fondamentaux et que l'État ne doit en aucun cas empiéter, et par l'idée centrale du libéralisme, c'est que notamment ces ensembles de droits-là, inaliénables, ils définissent une sphère privée dans laquelle l'État n'a pas le droit d'intervenir. Et c'est ça qui s'écroule avec les révélations de Snowden. Ok, très bien. Donc là, on a pour moi une définition claire de ce qu'est la liberté au sens des modernes. Mais j'aimerais mieux comprendre en quoi ça a pu être une surprise, y compris dans le camp libéral, ces révélations d'Edward Snowden. En quoi c'est venu
vraiment jeter un pavé dans la mare du libéralisme et de ce concept de société, de liberté privée. Bah parce que, enfin, voilà, ce que montre Snowden, c'est que cette base-là, si la liberté des modernes, ce qui a été appelé par les libéraux la liberté des modernes, c'est basé sur l'inviolabilité de la vie privée. À partir du moment où on n'a plus d'inviolabilité de la vie privée, on n'a plus cette liberté. L'idée centrale, qui est juste, je pense, du libéralisme, des libéraux, c'est que pour avoir une pleine liberté individuelle, c'est-à-dire pour que l'individu puisse vraiment faire ce qu'il a envie, développer librement ses passions, ses appétits, ses désirs, ses idées, ses opinions, il faut qu'il ait un espace à l'abri du regard et de la surveillance non seulement de l'État, mais aussi de la société et des autres. Parce que dès qu'on est en public, on sait qu'on se maîtrise, qu'on se contrôle, qu'on se surveille, qu'on ne dit pas tout ce qu'on pense, etc. Et donc il n'y a que dans la sphère privée, et notamment notre propriété privée, qu'on peut vraiment se sentir libre de faire tout ce qu'on a envie. Se balader à poil chez soi ou je ne sais quoi, on le fera pas en public ou voilà, dans des circonstances exceptionnelles éventuellement, mais sinon voilà, le chez soi, c'est un espace où si on a envie, on pourra se balader à poil, faire ce qu'on a, laisser libre cours à notre individualité, à notre excentricité. Éventuellement chez les libéraux, il y avait même une défense de l'excentricité chez certains libéraux. Il y avait la défense de l'excentricité pour elle-même, de la singularité individuelle, voilà. Donc ça, moi, je pense que c'est juste, en effet. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, en l'absence d'une sphère privée garantie, on se sent surveillé partout. Et du coup, d'ailleurs, la plupart des usagers d'Internet le savent très bien. Sur Internet, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, etc. Les sites qu'on va consulter ou les images que l'on met. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait suffisamment attention, notamment avec la folie Facebook, etc. Et des histoires de gens qui se sont fait virer de leur emploi parce que sur Facebook, ils disaient du mal de leur patron ou qui mettaient des photos compromettantes de ce qu'ils faisaient le samedi soir, etc. Je cite dans le bouquin des propos d'une collégienne ou d'une lycéenne américaine, d'une adolescente, qui dit que dès qu'elle est sur Facebook et sur Google, elle se surveille énormément parce qu'elle n'a pas envie de mettre des choses qui pourraient compromettre son avenir professionnel par la suite. C'est-à-dire qu'il y a une conscience de ça et donc il y a une autocensure. Donc voilà, et cette autocensure, elle est contraire avec la liberté individuelle au sens radical que défendaient les libéraux, du moins à l'origine. Donc c'est en ce sens qu'on peut dire que cette liberté individuelle basée sur l'inviolabilité de la vie privée, à partir du moment où l'inviolabilité de la vie privée n'est plus garantie, on ne peut plus estimer qu'elle est valable. Et en tous les cas, ce que je me suis dit, c'est ce qui était étonnant, c'est que il faut bien voir à quel point dans les années 70, l'inviolabilité de la vie privée, c'était devenu la pierre de touche, le critère fondamental de la liberté, au sens, qu'est-ce qui distinguait le monde libre occidental du monde du bloc de l'Est, des pays totalitaires communistes, c'était notamment ça. Il n'y avait pas de KGB, ou en tous les cas, les formes de KGB qu'il y avait dans nos pays, il y avait des limites à leur pouvoir, il n'y avait pas d'exécution ou très peu extrajudiciaire. En tous les cas, on avait le sentiment que ça, c'était important et que c'était garanti, avec une part d'illusion bien sûr. L'État a toujours su s'asseoir sur ses propres principes dès qu'il s'agissait de garantir sa propre existence. Mais en tous les cas, dans les populations, c'était quelque chose d'essentiel. Dans les années 70, il y a eu un projet d'interconnexion des fichiers de l'administration française, donc qui s'appelait Safari, qui a suscité un tollé, et tel que le gouvernement a dû le retirer de l'époque et a dû créer la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour calmer les critiques la critique du fait que le développement de l'informatique est liberticide. Donc il y avait vraiment une sensibilité très forte à ça. 40 ans plus tard, après l'affaire Safari, quand Snowden fait ses révélations et quand on apprend que en fait l'État français fait exactement la même chose que l'État américain, c'est-à-dire récolte les métadonnées de ses citoyens, etc., il n'y a pas eu de tollé général comme dans les années 70. Comme si ce qui faisait le cœur de la liberté dans les années 70 ne faisait plus vibrer personne dans les années 2010. Et donc il y a eu une sorte de basculement
dans le sens de la liberté. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui est passé inaperçu chez la plupart des philosophes, en tout cas, ou des penseurs qui sont censés s'intéresser à ces questions-là. Et donc, moi, ce que j'ai voulu, c'est essayer de cerner ce basculement. Est-ce qu'il y avait vraiment eu un basculement complet? Est-ce qu'on avait abandonné la liberté des modernes? Ou est-ce est-ce que ce basculement, il révèle quelque chose qui était latent dans le concept de liberté des modernes? Et c'est plutôt cette deuxième hypothèse que j'ai défendue dans le livre. Ça tombe bien que tu parles de liberté des modernes, parce que du coup, moi, je me pose la question de savoir déjà de quand date la modernité, l'application de la modernité, et est-ce que ça signifie pour autant qu'il y avait une liberté avant ce passage à la modernité? Alors le concept de modernité, c'est un concept complètement piégeux, parce qu'il est défini, il désigne une époque, mais cette époque varie en fonction des types de modernité dont on parle. La modernité philosophique, ou les temps modernes pour les historiens, c'est à partir de la Renaissance, c'est-à-dire c'est marqué par la fameuse date de 1492, la découverte de l'imprimerie, un moyen technique qui est fondamental à l'époque moderne pour la circulation des idées, des écrits, etc. La découverte de ce qu'on a appelé les Amériques par Christophe Colomb et l'expulsion des Arabes en Espagne, qui sont trois éléments fondateurs de notre modernité occidentale. Donc ça, c'est au sens historique. La modernité, donc en gros, c'est le XVIe siècle. Au sens philosophique, la modernité, c'est Descartes et ces penseurs-là, donc plutôt à partir du XVIIe siècle, on va dire. Vraiment, là, ça commence un petit peu avant, mais voilà, c'est le XVIIe siècle. Mais la modernité politique, à proprement parler, c'est la série de révolutions, ce qu'on appelait les révolutions modernes anglaises dès le XVIIe siècle, mais surtout américaines et françaises au XVIIIe siècle. Après, la modernité esthétique, c'est Picasso, Van Gogh, etc. Et donc là, c'est la fin du XIXe siècle. Donc en fait, la modernité, tant qu'on ne précise pas de quelle modernité on parle, esthétique, politique, philosophique, etc., ou sexuelle, ou d'ailleurs, ou dans les mœurs, là, auquel cas la modernité serait plutôt dans l'après 68, on est forcément très peu précis. Donc voilà, ce qu'on appelle la liberté des modernes, c'est une expression qui a inventé en tous les cas, qui a utilisé, qui s'est popularisé sous l'influence de Benjamin Constant, qui a écrit un texte qui s'appelle De la liberté des modernes comparée à celle des anciens en 1819. Donc Benjamin Constant, c'est un philosophe français, un libéral, et là, la modernité dans Liberté des modernes, c'est dans un sens très large, qu'on ne peut pas dater très précisément, mais cette idée de liberté individuelle, centrée sur l'individu, par opposition à la liberté des anciens, qui était plutôt une liberté politique collective. Être libre pour les anciens, c'était faire partie d'un corps de citoyens qui se donne ses propres lois. Donc la démocratie grecque, par exemple. Et la liberté des modernes, c'est la liberté individuelle qui se cherche non pas dans l'espace public mais plutôt dans l'espace privé. Et donc cette idée-là, elle est théorisée par Constant au début du XIXe siècle, mais en fait elle était déjà en germe dans les écrits de Locke, des premiers penseurs libéraux dès le XVIIe siècle. On peut dire que elle apparaît vraiment elle commence à apparaître à la Renaissance. On en voit des traces chez Rabelais, dans sa fameuse abbaye de Thélème, dont la devise est « fais ce que voudras », c'est-à-dire fais ce que tu veux. C'est la définition de base de la liberté individuelle. Non pas respecte les lois de la communauté dans laquelle tu es inscrit et auxquelles tu as souscrit en participant à leur élaboration, dans les cas de communauté démocratique, mais suis ton propre désir, fais ce que tu as envie, etc. Donc ça, on retrouve ça chez Rabelais.
il y avait déjà des occurrences de cette formule-là bien avant, mais on retrouve ça chez Rabelais. C'est très fort à l'individualisme de la Renaissance, c'est quelque chose de très fort. Les humains commencent à se distinguer les uns des autres, à chercher à s'habiller différemment, pour marquer leur individualité par rapport aux gens qu'ils fréquentent. Après, ça se développe avec le libéralisme politique en Angleterre, donc les deux révolutions anglaises du XVIIe siècle, 1642 et 1689, je crois, si mes souvenirs sont bons. Je me trompe peut-être sur les dates exactement. Et donc là, qui sont basés sur l'idée que l'individu a des droits inaliénables, que la couronne, l'État, se doit de respecter absolument. Et cette conception-là va triompher avec les révolutions françaises et américaines à la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est à peu près ça la liberté des modernes. Et c'est vraiment voilà le cœur, c'est cette idée d'individualisme, de liberté individuelle. Jusqu'à présent, la liberté, ça avait toujours été pensé comme quelque chose de collectif. C'est-à-dire que pour les êtres humains jusqu'à présent, être libre, c'était faire partie d'un collectif qui te défend, qui fait que tu as des droits, tout simplement parce que tu as des gens, tu as des proches, des amis qui vont les défendre. Dans toutes les langues, liberté, c'est toujours opposé à l'esclavage. Et qu'est-ce que c'est qu'un esclave ? Il y a plein de manières de définir un esclave. Les formes de l'esclavage sont très très vastes et ne se réduisent pas à l'esclavage colonial tel qu'on l'a pratiqué avec la traite négrière en Occident. Il y avait des esclaves domestiques en Grèce, c'était d'autres mécanismes. Et il y a eu plein de formes d'esclavage. Mais par exemple dans les langues africaines, il y a où l'esclavage a été pratiqué bien avant les interventions occidentales et la traite aussi pratiquée par les Arabes avant l'Occident. Le mot qui définit l'esclave, c'est quelqu'un qui est sans famille. Sans famille, pourquoi ? Parce que la famille, c'était l'ensemble des amis. C'est comme ça aussi qu'on le définissait au Moyen-Âge en Occident. Les amis qui vous protègent en cas d'agression et qui font que vous avez des droits. Si vous n'avez personne pour faire valoir vos droits ou vous protéger, vous êtes un homme sans droit, vous êtes un esclave. Et vous êtes donc sans famille. D'ailleurs, les esclaves, dans la plupart des civilisations, n'avaient pas de nom de famille. Ils avaient juste leur nom d'esclave. Souvent, d'ailleurs, on leur imposait un nouveau nom quand ils arrivaient chez leur nouveau maître. Donc, jusqu'à l'époque moderne, être libre, c'était être pris dans des relations sociales qui font que on n'est pas un esclave. Et autre attestation de cette conception-là de la liberté, c'est que dans les langues anglo-saxonnes, notamment l'anglais et l'allemand, les termes free et friend, ou bien frei et Freund, donc ami et libre, sont étymologiquement apparentés. Être libre, c'était avoir des amis pour vous protéger, pour vous défendre, pour ne pas être un esclave qui n'a personne pour faire valoir ses droits. Donc il y a ce sens commun où la liberté, c'est un phénomène essentiellement collectif, un phénomène de relation sociale. Donc on ne peut pas être libre seul. Un être seul au monde ne peut pas avoir rigoureusement à parler l'expérience de la liberté, parce qu'il ne connaît pas l'expérience de la domination. La liberté, c'est le contraire de la domination. La domination, c'est une relation. Et donc la liberté, c'est aussi une relation. C'est pas l'absence de relation, c'est un certain type de relation non asservissante. Et face à ce sens commun de la plupart des époques avant nous, et qui a été d'ailleurs, qui s'est continué en Grèce, à Rome, dans les langues latines, etc., la modernité philosophique et politique, où le concept de liberté moderne se caractérise par justement cette idée qu'on pourrait être libre et sans famille. Quelque part, toutes les images de Rémi sans famille, etc., la liberté, l'homme nomade, l'homme seul, l'homme solitaire, ou bien, j'aime bien un des slogans là, de l'artiste businessman Ben, qui fait des espèces d'aphorismes sur la base desquels il fait des produits de grande consommation après, des serviettes de plage, etc. Un jour, j'en ai vu un de ces aphorismes, c'était « Free and Alone ».
libre et seul. Bon, ça, c'est le résumé parfait de la conception, la forme extrême de ce à quoi aboutit la conception libérale, purement individuelle de la liberté. Être libre, c'est être libre contre les autres, sans les autres, c'est vivre idéalement seul. Et ça, c'est une rupture par rapport au sens commun de la totalité des époques antérieures sur ce que c'est que la liberté. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de podcast consacré au livre d'Aurélien Berland, Terre et Liberté. On se retrouve la prochaine fois pour le 2e épisode. À bientôt sur Floraison.